L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, chers amis internautes et chers téléspectateurs de ESAE Télévision, bonne heureuse année 2024 à tous et à toutes. Je souhaite une santé, surtout une santé de fer. Vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le tout premier du mois de janvier 2024. Je reçois pour vous Morgane Asokba-Metonji, il est consultant géopolitique. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana. Meilleurs vœux. Vœux réciproques à tout le monde. Alors, cet après-midi, nous allons parcourir ces pays, le Tchad, la Turquie. Une escale va s'imposer du côté du Moyen-Orient. Là, ce sera en Iran et nous allons continuer par les États-Unis. Et si les dieux de la technique et le temps le permettent, nous allons clôturer par Taïwan. Alors, nous démarrons par le Tchad. De 0, il est devenu euro. Il s'agit de Succès Masra. 0 euro. Je pense qu'il faudra ajuster le 0. Peut-être on va y aller. Mais c'est clair que ce que vous venez d'annoncer ou la façon dont vous l'avez formulé mérite réflexion et correspond exactement à la situation face à laquelle on se retrouve. Quelqu'un qui était en exil, qui était une opposition de très taille, farouche, exactement, catégorique sur tous les plans. Aujourd'hui, devient par la force des choses le premier ministre d'un gouvernement dirigé par celui qu'il avait en face de lui comme opposant. Donc ici, nous sommes dans une situation qui mérite réflexion. Et quand on regarde le premier gouvernement de Succès Masra, on se rend compte que ce gouvernement n'a rien réellement de fondamental changé. Les postes clés de la défense, de l'économie et des finances restent aux mains de ceux qui sont, on dira, assez loyaux au fils Déby, mais il y a quand même une petite marge de manœuvre qui est accordée à Succès Masra. On n'a aucune idée des négociations qui ont eu lieu en présence du président Tshisekedi, et quelles ont été les différentes clauses, mais quelles que soient les clauses, on se rend compte qu'il y a une nécessité de cohabitation. Certains pourraient dire une nécessité de devoir s'en remettre à Déby, de suivre les directives de Déby pour qu'on puisse quand même avoir une sorte de paix au Tchad. Maintenant, est-ce que cela va durer? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Alors, celui-là qui n'était pas fréquentable il y a encore quelques années, il devient subitement Premier ministre de la Transition. Ce choix était-il prévisible? Il n'était pas prévisible, mais il semble, pour une probabilité durable de l'atmosphère paisible qu'on semble avoir aujourd'hui observée au Tchad, qu'il a été nécessaire de faire en sorte qu'on ait ce cocktail. Maintenant, ce cocktail est-il suffisamment alcoolisé ou il est sans alcool et va permettre au peuple de profiter, parce qu'il ne faut pas oublier que les revendications fondamentales du peuple tchadien, c'est bel et bien sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité, et ce besoin-là de participer à la gestion de la chose publique. Et donc si d'aventure ce nouveau cocktail qu'on a ne permet pas
à ce que les peuples tchadiens, on se rendra compte subitement que ceux qui étaient jadis du côté de Masra vont quitter, vont refuser d'apporter leur soutien à Masra, et il y aura la naissance certainement d'une autre opposition qui pourrait défendre avec, disons, engouement les intérêts de cette partie de la population. Oui, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que sur ce plateau cet après-midi, Morgane, vous pouvez aller dans le même sens que certains observateurs et analystes qui estiment que la nomination de Masra à ce poste était quand même le moindre mal? Le moindre mal, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas eu d'expérience, avec d'autres mots, par rapport à la situation que traverse le Tchad. Il faut rappeler que le Tchad était considéré comme ce dernier pilier-là qui permettait de maintenir la petite notion de sécurité dont on avait besoin dans le Sahel. Mais on s'est rendu compte avec le temps que le Tchad n'a pas forcément pu permettre d'endiguer, comme on l'espérait ou comme on le prévoyait, les questions de sécurité, de terrorisme et de djihadisme dans le Sahel. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus la même dynamique. Et il y a plusieurs facteurs qui tournent autour de ce leadership de Déby, à savoir le facteur des groupes rebelles qui continuent de revendiquer quand même d'une certaine façon la nécessité qu'il y ait changement dans la façon de gérer les choses au Tchad, ce qui semble ne pas exister avec la prise du pouvoir par Déby. Donc, parler du moindre mal, c'est ne pas tenir compte des différents autres aspects qui tournent autour de cette gestion de Déby, mais c'est quand même, il faut le reconnaître que cette façon de faire permet aujourd'hui d'avoir tous ceux qui soutenaient vaille que vaille Masra dans une position un peu complexe. On ne dira pas tout de suite que parce que Succès Masra est devenu aujourd'hui Premier ministre au Tchad, que tous ceux qui le soutenaient aujourd'hui soutiennent automatiquement le fils Déby. Le fils Déby. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, cet opposant doit sa nomination à la nouvelle constitution ou alors c'est grâce aux insomnies qu'il donnait aux autorités de N'Djamena? Et puis, l'autre volet de ma question, c'est de savoir est-ce que la cohabitation sera facile entre les deux hommes? Déjà, il faut rappeler qu'il y a deux aspects. Ce n'est pas forcément la question de la nouvelle constitution, mais c'est surtout un mariage entre l'insomnie et l'intervention des acteurs externes. À savoir, ici, on peut parler comme acteur externe direct de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, mais comme acteur indirect, on peut aussi parler de la France. Parce que, vous savez, Masra, lorsqu'il est parti en exil, il est parti en exil en Europe. Et donc, il y a quand même eu quelques aspects de la question qui semblent avoir été traités en dessous, dessous les cartes, entre la France, Tshisekedi, la RDC et le Tchad, pour qu'on puisse trouver un moyen quand même de permettre à Succès Masra, qui est un opposant, qui était un opposant farouche. Il n'a pas dit qu'il n'est plus opposant, Morgane. C'est pas parce qu'on devient Premier ministre qu'on cesse d'être opposant. Vous savez, votre marge de manœuvre se réduit automatiquement lorsque vous quittez d'opposant à mouvancier. Surtout... est-ce qu'il vous a dit qu'il est mouvancier? Est-ce qu'il a dit? Il est là pour travailler. Pour oui, mais il est là pour travailler. Ailleurs, on a vu où on avait des premiers ministres de l'opposition. On a quand même vu un certain Lionel Jospin qui était premier ministre du temps de Jacques Chirac, mais ça ne voulait pas dire qu'il était de la mouvance. Oui, mais il faut comprendre la Ou bien c'est parce que nous sommes en Afrique? Non, pas parce qu'on est en Afrique. De l'autre côté, vous avez des partis politiques solides. Et chez nous, on a des clubs électoraux, c'est ça? Pas forcément des clubs électoraux, mais quand vous regardez le cas de Succès Masra, c'est vrai qu'il représente un parti, mais ce n'est pas à cause de son parti politique qu'il se retrouve aujourd'hui Premier ministre. Il est Premier ministre aujourd'hui par des négociations, et donc il y a eu certainement des concessions qui se sont faites en dessous
hein, en dessous. Il y a eu des concessions qui se sont faites en dessous et ça devient une situation assez problématique pour lui et donc limite sa marge de manœuvre parce que vous et moi, nous ne sommes pas au courant des concessions qu'il a dû faire pour se retrouver aujourd'hui, un, au Tchad et deux, pour se retrouver en tant à la primature. Exactement. Alors, il est vrai que du haut de ses 40 ans, il a quand même un processus et un parcours assez beton. Dans la situation immédiate, nous savons qu'il a eu à rencontrer des enseignants il y a quelques jours, le week-end. Mais quels seront les défis immédiats de ce nouveau Premier ministre de transition? Alors, le défi immédiat pour lui, il y aura des défis à caractère étatique et des défis à caractère individuel, pour ne pas dire personnel. À caractère individuel personnel, c'est de maintenir la crédibilité que jadis, tous ceux qui le soutenaient dans son mouvement d'opposition avaient en lui. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce changement de posture directe aujourd'hui remet en cause la crédibilité, sa crédibilité vis-à-vis de ceux qui le soutenaient. Ça, c'est son défi personnel. Maintenant, de façon étatique, l'enjeu, c'est déjà, compte tenu de l'agenda qui a été fixé, l'organisation des élections à la fin de cette transition. Maintenant, dans quelles conditions ces élections vont s'organiser, il va contribuer normalement à la détermination de ces conditions et aussi à la capacité à pouvoir désigner qui sont ceux qui seront éligibles ou non, ceux qui seront capables d'être candidats ou pas. Et la question que tout le monde est en droit de se poser aujourd'hui, est-ce que Masra et Déby seront candidats aux prochaines élections ou les deux devront se mettre de côté? Mais vous savez, quand vous regardez cette question, la réponse évidente, c'est que les deux risquent d'être candidats. Et maintenant, on verra ce qui va se passer parce que quand vous avez travaillé pendant la transition avec Idriss Déby et que c'est le gouvernement Déby qui organise les élections, est certain que vous pourrez quand même challenger et vous retrouver de l'autre côté comme président. Alors, nous avons clôturé le dossier tchadien. Nous nous retrouvons de l'autre côté. Là, nous sommes en Turquie. Accusation d'espionnage. 34 personnes soupçonnées par Ankara au profit d'Israël. Ankara accuse Jérusalem d'espionnage. Alors, je ne sais pas si Ankara accuse Jérusalem d'espionnage, mais quand même, il y a des personnes qui sont soupçonnées et arrêtées, et soupçonnées d'espionnage au profit. Vous savez, c'est important de regarder les mots ici. Quand on parle de soupçonner, ça veut dire qu'on n'a pas d'évidence, ce n'est pas établi, mais quand même, il semble qu'il y ait de l'espionnage. Donc, la meilleure chose à faire dans de pareilles circonstances, c'est d'attendre que les versions soient établies. Parce que tant que ce n'est pas établi, quelles que soient les déclarations qui se feront, ce ne sera que des déclarations. La preuve, il n'y a aucune disposition ou décision catégorique qui a été prise à l'encontre d'Israël. Et comme vous le savez, la Turquie entretient de très bonnes relations commerciales. C'est sûr, nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est le fait que ces personnes aient été arrêtées dans différentes localités rend forcément cette information crédible? Non, vous savez, la crédibilité de cette information ne dépend pas des lieux ou des endroits où ces personnes ont été arrêtées ou même des personnes qui ont été arrêtées. La crédibilité naît simplement d'abord du fait que ce soit l'appareil étatique qui déclare cette arrestation des personnes soupçonnées d'espionnage. Mais la crédibilité sera établie lorsqu'il y aura des informations qui viendront confirmer, lorsqu'il y aura des preuves. Vous savez, en matière d'espionnage, il faut déjà admettre que l'espionnage fait partie de la politique étrangère des États. Même si on dit que ce n'est pas accepté, mais c'est de coutume, c'est une pratique. Elle existe. Et ils ont l'habitude de gérer ça entre eux. Lorsqu'on attrape des espions, en général, on fait des échanges à des moments donnés avec d'autres espions ou d'autres situations. Donc, cette question d'espionnage n'est pas un problème en soi qui pourrait diviser ou rendre compliquées les relations entre Israël
et la Turquie. Alors justement, nous voulons comprendre quelque chose. Nous avons assisté à un semblant de rapprochement entre les deux pays. Vous avez commencé déjà par en parler, que malgré tout ce qui se passe, les deux pays maintiennent quand même leurs relations. Mais pourquoi est-ce que nous avons l'impression que dans le conflit qui sévit actuellement au niveau du Moyen-Orient, à savoir entre l'État israélien et le groupe terroriste Hamas, le président turc est en train de jouer son va-tout? Oui, déjà, il faut dire que le groupe Hamas a plusieurs perceptions. Il y en a qui perçoivent ce groupe comme terroriste et d'autres comme des freedom fighters, des combattants de la liberté. Et donc, c'est assez relatif. Maintenant, pour en revenir, il faut rappeler que la Turquie, avant tout, c'est ce qu'il reste aujourd'hui de ce qu'on a appelé entre-temps l'Empire ottoman. Et donc, la question d'Israël. On se rappelle des gloires passées, c'est ça? Exactement. Il faut dire que l'Empire ottoman occupait en général toute cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on a vu des Arabes s'installer dans la grande partie du Moyen-Orient. C'est grâce aux conquêtes de l'Empire ottoman. Et ils y sont restés pendant longtemps. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on parle d'Israël et de la terre promise et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, tout ce que je peux essayer, ce sur quoi je peux essayer d'attirer l'attention, c'est que quand vous prenez la Turquie, elle se retrouve dans une position où elle a à défendre son identité culturelle, qui est le soutien à la Palestine, mais qu'aujourd'hui, les enjeux géopolitiques et géoéconomiques l'obligent à savoir garder raison par rapport à ses intérêts. Quand vous tenez compte des enjeux géoéconomiques et géostratégiques, il n'y a aucun intérêt à se fâcher avec Israël, même si il y a un besoin de soutenir en tenant compte de l'identité culturelle la Palestine. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que la Turquie est prête à avoir les Occidentaux à dos? C'est compliqué. Est-ce qu'elle est prête? Il faudra regarder sa balance économique et qu'est-ce que les Occidentaux apportent dans la capacité économique de la Turquie. Et qui n'en déplaise à Erdogan, c'est fort, c'est énorme ce que la Turquie tire des relations commerciales entre la Turquie et l'Europe, et entre la Turquie et l'Amérique, et entre la Turquie et Israël. Donc, tous ces éléments économiques mis dans la balance, la Turquie se retrouve dans une position où il faudra suffisamment réfléchir avant de se mettre à dos et l'Europe et Israël et les États-Unis. Alors, Erdogan qui tente une médiation dans ce conflit Israël-Hamas pour la libération des otages, mais résultat des courses, les responsables du Hamas se retournent, eux, vers le Qatar. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que même le Hamas même a confiance à la Turquie? Oui, vous savez, si c'est difficile de dire si le Hamas a confiance en la Turquie, même s'il est clair que le Hamas reconnaît à la Turquie cette tendance à vouloir quand même critiquer tout ce qui est mené comme action destructrice à l'endroit des Palestiniens et des Arabes. Donc, il y a une nécessité ici qui fait que le Hamas ne peut pas donner à la Turquie le quitus qu'il faut, la crédibilité nécessaire pour venir servir de médiateur. Donc vous voulez dire que dans ce conflit, Erdogan il est en train de courir dans le sac, comme on dit généralement au quartier? Non, Erdogan il crie à tue-tête, à gauche déployée, oui, mais là, quand l'heure des négociations arrive, le Hamas se retourne vers le Qatar. Oui, ça pose un problème de confiance. Ça pose pas un problème capital, un problème de confiance par rapport au Hamas et à la Turquie. Oui, mais un problème de confiance qui est très compréhensible parce que les intérêts économiques de la Turquie ne lui permettent pas aujourd'hui d'avoir la liberté d'action pour être un médiateur suffisamment objectif dans la résolution de cette crise. Mais quand vous prenez le Qatar, économiquement, le Qatar ne dépend pas de l'Europe. Vous voulez dire qu'économiquement, le Qatar n'a pas faim?
Et que la Turquie a encore un peu faim. Bon, c'est pas moi qui le dis. Bah non, moi non plus, je ne le dis pas, mais je m'accroche sur ce que vous êtes je m'accroche sur vos analyses pour vous relancer, monsieur. Mettons Diasokba. Cette description de la faim ne va pas plaire au leader Erdogan. Mais comprenez avec moi que le Qatar n'a pas forcément besoin des échanges économiques au même titre que la Turquie en a besoin aujourd'hui pour pouvoir maintenir son économie, encore que c'est maintenant que la Turquie est en train de s'installer dans la sphère internationale comme étant un acteur majeur. Et donc, ce serait dommage que la Turquie soit coupée par une déclaration ou un positionnement stratégique qui ne correspond pas de tout ce qui fait sa force économique aujourd'hui sur la scène internationale. Alors, dites-nous un peu, les capitales occidentales qualifient le Hamas de terroriste, c'est-à-dire de groupe terroriste. Le président turc, lui, il estime que non, c'est juste une organisation de libération. Alors, tout ce jeu de mots porte... Est-ce que ce n'est pas une façon pour la Turquie de ne pas perdre la face? Pas du tout. Ce n'est pas une façon de ne pas perdre la face parce que la Turquie maintient sa face. Il faut comprendre la Turquie. La Turquie se retrouve dans une position où elle doit défendre ses valeurs culturelles, identitaires, et dans le même temps défendre ses intérêts économiques. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation, il faut trouver la gymnastique intellectuelle et stratégique nécessaire pour pouvoir défendre l'ensemble de ses intérêts. Ou alors les deux parties ne veulent pas perdre la face devant Israël. Parce que quand la Turquie utilise, quand le président turc utilise le mot libération nationale, de l'autre, les autres estiment que non, c'est un groupe terroriste. Alors quand on se retourne maintenant vers le Seigneur d'Israël, est-ce que chacun n'essaye pas de tirer les marrons du feu? Non, pas du tout. Vous savez, ce jeu de mots est capital même lorsqu'on travaille au sein du Conseil de sécurité. Vous savez, le Conseil de sécurité, la dernière fois, a finalement trouvé une résolution où on a parlé de couloirs humanitaires et de pauses humanitaires. Au lieu de parler de cesser le feu, on a trouvé la formule nécessaire. Et il faut savoir que les discussions étaient compliquées parce que le Conseil de sécurité refusait de considérer que le Hamas était un groupe terroriste. Donc, ce jeu de mots est assez important pour les différents acteurs. Mais ce n'est pas ce qui... Ici, la position de la Turquie est très claire, même si elle semble touffue et confuse. La position, c'est quoi? Je suis un État qui a des intérêts stratégiques économiques importants. Je ne veux pas me fâcher avec mes partenaires économiques et mes partenaires au développement. Mais il est important que ces partenaires comprennent ceci. Ce qu'ils font est criminel, ce qu'ils font ne convient pas et je continue de défendre mon identité. Et je pense que c'est un message très compréhensible et assez clair. Alors, pour sortir du dossier turc de cet après-midi, vous l'avez dit, la Turquie et Israël maintiennent des liens commerciaux très très forts, qui ne sont pas prêts de cesser, de stopper d'ici à là. Et le président turc même ne cesse de le dire. Et du côté israélien aussi, on ne cesse de le dire que la Turquie est quand même un partenaire stratégique. Alors, pourquoi ce double visage d'Ankara? C'est pas un double visage, disons, c'est un visage qui change selon la coiffure. Vous savez, quand vous faites une coiffure avec vos propres cheveux, ça vous donne une allure différente que lorsque vous mettez des mèches. Justement, alors vous voulez dire qu'en ce moment, la Turquie emploie quelle coiffure avec Israël? Oui, la Turquie... C'est l'afro-africain ou alors c'est la police occidentale? La Turquie a besoin de mettre, vous savez, les mèches et tout ce qui va avec Israël. Pourquoi? Parce que la Turquie ne peut pas se présenter sous son air identitaire original pour avoir de bonnes négociations avec Israël. Et rappelez-vous que les États-Unis sont là derrière Israël. Et donc, qui dit Turquie, bonne relation avec Israël, dit Turquie, forcément, bonne relation avec les États-Unis, parce que sans le quitus des États-Unis, Israël ne pourrait pas entretenir de très bonnes relations avec la Turquie. Donc je pense que la Turquie n'a pas de visage, elle a un visage, mais elle est obligée de changer de coiffure en tenant compte... Pour plaire. À celui avec qui elle veut discuter. S'il faut aller voir... Non, pour plaire. Pour plaire à qui?
Bah, moi, je sais pas. Non, mais c'est pas pour plaire, c'est pour défendre ses intérêts. Ah, Vous d'accord. savez, quand vous êtes une dame, quand vous allez, que vous vous rendez toute charmante comme aujourd'hui, vous l'avez fait, c'est parce que vous avez... Bah quand non, même- c'est juste pour souhaiter bonne heureuse année à mes téléspectateurs, hein. Justement, donc si on n'était pas en bonne heureuse année, peut-être que ce serait une autre coiffure, une autre... Donc c'est pareil avec la Turquie. Je pense que dire que la Turquie a deux visages, c'est ne pas tenir compte des enjeux étatiques sur la scène internationale. Alors, l'escale de cet après-midi, comme je l'ai dit, nous conduit du côté de l'Iran. Double attentat en Iran, une revendication de l'État islamique. Massacre du 4 janvier 2024 du côté de Kerman en Iran. L'État islamique tire le ticket gagnant. Oui, c'est compliqué, hein. Vous savez... Finalement, tout est compliqué cet après-midi, hein, dans ce décryptage de l'actualité internationale. L'actualité internationale, par essence, est compliquée. C'est pour cela qu'on a besoin parfois de porter des gants. Exactement. C'est compliqué parce que vous savez, avant que l'État islamique ne décide de revendiquer et donc d'avoir cette paternité, tout allait dans le sens du grand diable, des voilà, deux démons. Israël, États-Unis. Et on se demande si l'État islamique est réellement auteur de ces attentats. Oui, mais ils sont passés par leur canal favori, hein, par le média Telegram. Donc, oui, on sait que quand ça vient de ce côté-là, forcément, c'est l'État islamique parce que c'est leur mode d'emploi. Donc, oui, on peut admettre tout cela. D'accord. Mais aujourd'hui, le fait que l'État islamique accepte la paternité de ces attentats, qui est-ce que ça arrange? Parce que c'est une question assez, du moins subtile, ce qui est en train de se passer. Il faut rappeler qu'on allait enterrer, c'était les obsèques du général Soleimani, si j'ai bonne mémoire. Oui, Qassem. Oui, qui avait été éliminé par les États-Unis. Et donc aujourd'hui, c'est lors de ces obsèques qu'on a des attentats. Et tout de suite, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran rappelle à ses deux favoris, on dira ennemis, entre griffes, ou amis, qu'il vient et qu'il compte répondre ou riposter de la façon la plus impressionnante possible. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Les États-Unis ont dit qu'ils n'étaient pas mêlés. Ils ont soulevé les mains. Ils ont dit oui, on n'est pas concernés. Parce que si l'Iran décide effectivement de riposter de façon assez violente, mais les États-Unis auront de sérieux problèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi avec Israël dans ce combat avec le Hamas. Aujourd'hui, Israël déclare que naturellement, ils ont suffisamment causé de dommages au Hamas et qu'il serait temps de commencer à réfléchir à l'après. Hamas. Mais c'est pas réel. C'est pas réalistique. On peut pas en finir avec le Hamas. Oui, mais justement, moi, je veux comprendre une chose. Vous êtes un consultant géopolitique, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Cette cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani était quand même assez importante pour les autorités de Téhéran et surtout pour les gardiens de la révolution iranienne. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que ces attentats ne démontrent pas quand même à la face du monde que, quelque part, l'Iran a beau bomber le torse, mais ils sont quand même vulnérables? Non, vous savez, tous les États sont vulnérables. Et il n'y a pas que cet attentat qui le montre au niveau de l'Iran. Il y a le 11 septembre qui l'a démontré au niveau des États-Unis. Il y a le 7 octobre qu'il a démontré au niveau d'Israël, où Israël pensait quand même être suffisamment équipé, suffisamment dans le service de renseignement pour déjouer toute capacité de nuisance majeure du Hamas. Donc tous les États, d'une façon ou d'une autre, ont une vulnérabilité. Maintenant, c'est la gestion de cette vulnérabilité qui fait la différence entre les États. On a vu ce qui s'est passé après le 11 septembre aux États-Unis. La question du terrorisme et de la sécurité internationale est montée d'un cran. On a vu la destruction d'Irak qui semblait avoir été faite sous... la colère. Oui, la colère, avec de fausses accusations. À la fin, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Israël vis-à-vis du Hamas? On voit une colère immense qui est déversée sur des Palestiniens et des milliers de personnes qui meurent. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que l'Iran
va gérer cette vulnérabilité qui a été constatée? Est-ce que l'Iran va se lancer dans une chasse aux sorcières difficile à voir, ou l'Iran va se retourner vers les États-Unis et Israël? Alors justement, parlant de ça, vous l'avez dit, juste après ces attentats, les autorités de Téhéran sont montées au créneau pour accuser l'État hébreu et les États-Unis. Mais résultat des courses, les attentats ont été revendiqués par l'État islamique. Est-ce que le fait que l'État islamique revendique ces attentats changera la donne? Je pense que ça ne changera pas grand-chose, même si il va falloir, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il va falloir que des enquêtes soient menées et qu'il soit réellement établi que l'État islamique qui a revendiqué ces attentats sont réellement les auteurs de ces attentats. Et c'est certainement ce que l'Iran va faire, parce que l'Iran continue de penser, et malgré cette revendication de l'État islamique, que les États-Unis et Israël, ils sont pour quelque chose. Oui, mais justement, c'est quoi l'analyste, le consultant géopolitique que vous êtes? Quelle peut être la rage que l'État islamique a envers l'Iran pour perpétrer de tels attentats? C'est justement là où la problématique se pose. Même si il y a quand même des analyses qui sortent ou des informations qui révèlent que ce n'est pas le premier attentat à l'endroit d'Iran, que l'État islamique a déjà frappé à certains endroits en Iran. Mais c'est difficile de trouver l'élément, le motif qui pourrait amener l'État islamique à frapper l'Iran de cette façon, et en ce moment précis où normalement l'attention est tournée vers les difficultés que représentent Israël et les États-Unis dans cette situation conflictuelle qui est en train de se poser. Alors justement, pour sortir de cette escale iranienne cet après-midi, ces multiples attentats au niveau de cette sous-région, nous avons eu le cas de l'Iran, nous avons eu le cas de l'Irak. Quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que les jours à venir, nous allons assister à une montée de tension dans cette partie du monde? Bon, ce n'est plus une question des jours à venir, la tension est déjà montée. Elle est montée, mais elle n'est pas encore montée d'un cran, comme dirait l'autre. Elle est montée, vous savez, c'est comme lorsque vous avez un mécanisme d'observation. Oui, parce que nous avons le numéro 2 du Hamas qui a été tué au sud Liban. Oui. Nous avons ces attentats qui ont eu lieu en Irak. Donc, est-ce qu'il y aura pire? Au point où on en est, tout va dépendre de l'implication d'Anthony Blinken, qui actuellement est en tournée dans cette zone du Moyen-Orient. Si sa tournée est productive, on pourra éviter la montée de la tension. Et c'est dans cette optique que la tournée a été décidée. Mais si sa tournée n'est pas productive, c'est quasi inévitable qu'aujourd'hui, que la tension monte d'un cran et qu'on se retrouve dans une région totalement embrasée. Pourquoi? Parce que les comportements des uns et des autres, les violences qui sont en train d'être orchestrées, commencent à être plus dévastatrices que les bienfaits des relations économiques qui ont été tissées entre-temps. Aujourd'hui, si on est en train de voir un Moyen-Orient plus ou moins stable, c'est parce que les États-Unis ont investi beaucoup d'argent dans le processus de reconnaissance d'Israël par la plupart des États arabes, qui aujourd'hui se retrouvent dans une position où économiquement ils sont tellement liés qu'ils ne sauraient tout de suite et d'emblée se mettre dans un conflit ouvert contre Israël. Mais jour après jour, on se rend compte qu'il y a des actions qui sont menées et des actions qui amènent à remettre même en cause aujourd'hui cette relation économique qui a été tissée et qui empêche aujourd'hui de voir des velléités se développer. Oui, mais au final, ces attentats de l'État islamique au niveau de l'Iran prouvent que finalement, l'État islamique, même si lorsqu'on parle du Coran, ils ont le même langage qu'un pays comme l'Iran, ils n'ont pas d'amis. Vous savez, il y a toujours, même au niveau de ces pays arabes, et qui ont en commun cette notion de l'islam, il y a quand même une sorte de division entre les chiites et les sunnites.
Et cette division se manifeste dans les différents types de regroupements que vous avez. Donc, ce n'est pas que l'État islamique n'a pas d'amis, mais c'est juste qu'ils ont leur conviction, leur identité, et ce qui est la source du conflit. Lorsque vous demandez ou vous essayez d'approfondir les recherches en matière de conflictualité, c'est bel et bien la question d'identité. Lorsque il y a un groupe qui s'identifie être contraire à un autre groupe, la probabilité du taux de conflictualité est élevée. Et de l'autre côté du Moyen-Orient, c'est bel et bien cette question de conflictualité d'identité entre les sunnites et les chiites, mais de façon beaucoup plus large. On a cette conflictualité entre le monde occidental et le monde arabe. Et donc aujourd'hui, voilà un peu la situation. Et Israël semble être le chouchou du monde occidental lorsqu'on regarde un peu comment les choses se décident. Alors, l'autre escale c'est pas une escale, l'autre pays à décrypter cet après-midi, c'est les États-Unis. Lors d'un grand discours de campagne, Biden assiège Donald Trump. Le vendredi 5 janvier, Joe Biden a laminé Donald Trump lors d'un grand discours. Alors, c'est tout à fait compréhensible. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est compréhensible et c'est même quelque chose de manifeste. Vous savez, toutes les attaques de Donald Trump à l'endroit de Joe Biden s'avèrent avoir des éléments d'attaque. Mais on va aller au-delà de ces attaques pour voir un peu la dynamique de compétition qui est en train de s'installer. Aujourd'hui, sur toutes les initiatives de sondage, tous les pools, on voit Donald Trump qui a de l'avance sur Joe Biden qui continue jusqu'à ce que les choses changent peut-être les jours à venir, à être le candidat des démocrates. Et ça, c'est une problématique que tout démocrate devrait déjà en train de réfléchir à comment solutionner parce qu'il est en perte vraiment de vitesse. Et ça, c'est une opportunité que Donald Trump ne va pas rater. Alors, justement, après ce discours, les aiguilles des montres semblent-ils bouger. Mais ce discours peut-il redonner du punch au camp démocrate? Du punch, c'est pas aussi facile que cela. Ce qui va redonner du punch au camp démocrate, c'est une réorganisation stratégique, avec la possibilité de ne pas garder le président Biden comme candidat. Il faut le dire. Si les démocrates doivent avoir une quelconque chance. Nous sommes quand même à quelques mois des présidentielles. Ça, c'est pas souvent très évident aux États-Unis. Oui, mais ce qui n'est pas évident peut être fait parce que la situation aujourd'hui est alarmante. Si les démocrates vont aux élections avec le candidat Joe Biden aujourd'hui, la plupart des éléments d'observation montrent qu'il a de fortes chances de perdre les élections. Mais si d'aventure les démocrates arrivaient à susciter un candidat qui puisse regagner suffisamment la crédibilité nécessaire auprès des électeurs des démocrates... Est-ce qu'ils ont encore le temps de faire des primaires? Ils ont encore... là, nous sommes en janvier. Tout est possible. Novembre, c'est dans quoi? Dans pas longtemps, là. Vous savez, les primaires n'ont pas forcément déjà commencé. C'est bientôt que les primaires vont commencer aussi bien pour les républicains que pour les démocrates. Ce n'est pas déjà joué. Mais il faut dire qu'il y a déjà quand même des démarches qui ont été menées. Et on sait, dans le camp démocrate, il n'y a pas forcément de candidat qui serait prêt à aller aux primaires avec Biden. Mais de l'autre côté du camp républicain, on a vu qu'il y a eu quelques têtes qui se sont levées, mais qui ne font pas le poids avec Donald Trump. Donc aujourd'hui, les démocrates auront à prendre une mesure drastique vis-à-vis des enjeux des élections prochaines. S'ils arrivent à prendre cette mesure drastique, ils vont se sauver la mise. Parce qu'il y a très peu de chances, du moins les chances existent, mais elles ne sont pas suffisamment convaincantes de voir le président Biden être réélu en tant que président des États-Unis. Alors que de l'autre côté, on a un Donald Trump qui est vraiment en train de monter en force avec, même malgré tout ce qu'il a comme déboire avec la justice américaine. Justement, en parlant de ces déboires-là, nous savons qu'il y a dans certains États où il a été déclaré inéligible. Alors,
et nous avons l'attaque contre le Capitole qui est là comme un épée de Damoclès. Est-ce que cela peut lui être éventuellement préjudiciable? C'est quelque chose qui était censé lui être préjudiciable. Mais jusque-là, nous avons constaté que cela vient quand même renforcer encore son mécanisme de campagne et de crédibilité auprès des citoyens américains. Donc, lorsque vous regardez cela dans cette logique, c'est très loin de lui être préjudiciable. Encore que tous ces États qui sont en train de prendre des initiatives pour déclarer qu'ils ne sauraient être candidats, qui ne pourraient être candidats, c'est des États qui devront attendre encore la définition ou du moins la conception de la Cour suprême des États-Unis pour décider de la véracité de ce qu'ils sont en train de choisir comme option ou pas. Encore que 2 États sur une 50aine, c'est très loin. Bah oui, d'ici à là, il y a 2 États qui peuvent emboîter le pas. Ça va être très difficile parce que le candidat Donald Trump aujourd'hui est un candidat suffisamment équipé. Équipé sur le plan financier, équipé sur le plan légal, équipé sur le plan stratégique. Donc vous voulez dire qu'il n'a pas besoin de lever des fonds? Je dis, techniquement, il n'a pas besoin de lever le fonds pour battre campagne et gagner. Mais dans la conception et la tradition américaine, les fonds doivent être levés. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'il a un bataillon d'avocats, de juristes qui sont acquis à sa cause et qui travaillent au quotidien pour qu'il soit maintenu candidat et qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc, nous sommes dans une situation qui sera très difficile pour les démocrates s'ils veulent réellement mettre Donald Trump de côté. Alors, le dernier pays de cet après-midi, c'est du côté de l'Asie. Pékin envoie des ballons dans le ciel de Taipei. Là, nous sommes aux côtés de Taïwan. Cette fois, Pékin semble-t-il franchi la ligne rouge. Oui, vous savez, les fameux ballons, on en a eu de l'autre côté des États-Unis. On a vu ce que ça a donné. Je pense que Pékin fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et qu'aujourd'hui, du côté de Taïwan, nous avons des enjeux assez intéressants qui se pointent à l'horizon. Les élections. Présidentielles. Oui, les présidentielles qui vont bientôt être là. Et la possibilité pour l'autre partie de Chiang Kai-shek, qui aujourd'hui est beaucoup plus enclin à se considérer comme étant un territoire chinois, avoir la Chine comme soutien, pourrait prendre le dessus par rapport au parti qui est beaucoup plus pro-occidental aujourd'hui, qui a le leadership. Donc ces enjeux font que des ballons qui se promènent pour recueillir suffisamment d'informations stratégiques pour savoir quelles dispositions prendre sont assez compréhensibles, mais ne respectent pas ce que certains États appelleraient l'intégrité territoriale ou la souveraineté de Taïwan, qui ne devrait pas être, selon les tests internationaux, un espace dit souverain, mais juste un espace à qui on a accordé une certaine autonomie. Encore un jeu de mots. Alors pourquoi est-ce que Taipei considère ça comme un harcèlement de la part de Pékin? C'est tout à fait compréhensible parce que Taipei considère qu'elle est un espace territorial souverain à cause du leadership pro-occidental qu'on a aujourd'hui. C'est les mêmes raisons pour lesquelles, de l'autre côté de la Chine, on n'a pas digéré la visite de Nancy Pelosi il y a quelques... L'année dernière. Voilà. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on n'a pas digéré cela parce qu'on estime que Taïwan n'est pas un espace souverain, mais un espace qui est relié à la Chine. Donc, c'est cet ensemble de situations qui fait que c'est considéré comme une violation par Taïwan et des dispositions risquent d'être prises à cet endroit ou à cet égard. Mais, quelles que soient les dispositions prises, il est clair, la scène internationale reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine, malgré... Continentale. Oui, la Chine continentale, malgré les velléités qu'on observe. Alors, il y a quelques jours, Xi Jinping célébrait l'anniversaire de Mao Zedong et on a comme l'impression que ce problème taïwanais est une certaine hantise pour le leader chinois. C'est très clair. Vous savez, l'une des promesses de Xi Jinping, c'était de faire en sorte que Taïwan reviennent entièrement et totalement à la Chine continentale.
Et ça, ça fait partie de l'agenda de Xi Jinping. C'est quelque chose qui ne se voit pas ne pas faire. C'était prévu pour quelques années plus tard, mais je pense que vu les différentes dynamiques et l'opportunité qui s'offre Oui, mais aujourd'hui. est-ce que c'est pas un challenge pour lui? Est-ce qu'il ne tient pas à ce que, à la fin de son existence, qu'on dise que c'est sous Xi Jinping que Taïwan a intégré la Chine continentale? Il va entrer dans l'histoire, c'est ça? C'est pas qu'il veut, il est déjà dans l'histoire. Non, il serait dans l'histoire s'il réussissait à le faire. Comme Mao, par exemple. Il serait surtout vraiment ancré dans l'histoire, mais il est déjà dans l'histoire parce que le succès économique, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais malgré ça, il y a cette hantise qui est là. Oui, donc, il n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est pas une hantise. C'est un fait pour les Chinois. Vous prenez ça comme une hantise, mais pour les Chinois, c'est un fait. C'est une réalité qui doit être concrétisée. Exactement. Et donc, peut-être ils vont saisir l'opportunité pour faire en sorte que ce soit effectif à cause des différentes dynamiques aujourd'hui sur la scène internationale, ou ils vont peut-être attendre encore parce que il faut rappeler que la Chine est beaucoup plus une puissance économique que militaire, beaucoup plus une puissance économique que... Comme dirait l'autre, c'est maintenant que vous commencez à parler. Donc, en regardant tous ces paramètres, la Chine ne va pas vouloir se lancer. Mais justement, avant de finir, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que la Chine est prête à l'affrontement? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est toujours un géant au pied d'argile. Il faut dire que la Chine... Vous voulez dire que la Chine continue d'être un géant au pied d'argile? Militairement parlant, hein? Vous savez, qu'est-ce qu'on a constaté, hein? On a constaté que la Chine investit un tiers de ce que les États-Unis investissent dans le militaire. Et en stratégie militaire, il s'avère que on a besoin juste d'un tiers d'investissement de la capacité militaire de son vis-à-vis pour se défendre. Donc la Chine, dans toute sa stratégie économique, a passé son temps à s'équiper militairement au cas où elle est attaquée. Elle n'a pas prévu attaquer. Mais aujourd'hui, les enjeux font que il ne s'agira pas d'attaquer, mais il s'agira juste puisque Taïwan, c'est à côté, il s'agira juste d'encercler Taïwan. Et de décider de défendre Taïwan en essayant de faire face aux Occidentaux, et en l'occurrence les États-Unis. Voilà, c'est avec cette intervention de notre invité Morgane Assokba-Metonji, consultant géopolitique, que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce numéro du tout premier du mois de janvier. Nous sommes allés au Tchad. Vous avez écouté ces interventions. Nous avons embarqué du côté de la Turquie. Là aussi, il a justifié le pourquoi du comment. Est-ce que c'était des espions ou pas? On n'en sait pas. Les jours à venir nous le dirons. L'escale iranienne a été très enrichissante. Là, nous avons compris certains faits. Et du côté des États-Unis, la parole de Joe Biden contre Donald Trump a été également élucidée. Nous avons terminé par Taïwan. Merci à toute l'équipe de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous le lundi prochain quand il sera 16h et ça se passe toujours sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.